Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce sera une vidéo improvisée. Je profite qu'il y a un petit peu de luminosité et tout est relatif quand je parle de luminosité. Je viens d'enfiler mon volumateur et il y a quelques minutes de ça, je partageais avec vous des stories concernant la maternité. Alors je suis pas contente des stories dans le sens où Instagram coupe la fin de la 4e story, donc je trouve que l'histoire n'a pas de... comment vous dire... vous pouvez être un petit peu perdu par rapport à ça. Et je me dis, hop, allume ta caméra. Désolée, j'ai pas encore l'habitude, c'est pas là que je dois regarder, mais là. Donc voilà, je disais, allume ta caméra et raconte ton histoire parce que ça peut faire écho dans d'autres cœurs de maman. Parce que moi, donc comment ça a démarré ce matin? Ce matin, j'ouvre Instagram. Ne me demandez pas par quel effet du Saint-Esprit une publication fait écho en moi. C'est une photo que j'ai partagée en story d'une maman un petit peu avant et après. Donc la photo d'avant, elle a des traces sur elle de nourriture de bébé. Elle tient son bébé dans les bras et elle pleure. La photo qui est en annexe, c'est une photo d'elle souriante avec son bébé, où là, elle profite à pleines dents. Alors c'est pourquoi cette photo résonne en moi, parce que bien évidemment, j'ai lu la description et j'avais l'impression de lire mon histoire. Mon histoire, quelle est-elle? Donc ce sera bien évidemment une vidéo qui n'a rien à voir, vous l'aurez compris, avec les volumateurs et l'alopécie. C'est une vidéo, loin de moi l'idée de me faire youtubeuse en maternité ni quoi que ce soit, mais j'avais simplement envie de partager mon histoire avec vous parce que c'est une histoire qui s'apparente aussi à celle de l'alopécie, c'est-à-dire qu'il y a des situations que l'on vit dans la vie dont on ne parle pas dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, pardon, dont on ne parle pas dans la vie et dont on ne montre que les beaux côtés, et la maternité en fait partie. L'alopécie aussi. L'alopécie existe, mais on n'en parle pas. La maternité a parfois de mauvais côtés et on n'en parle pas. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler. J'ai enfilé mon plus beau chouchou pour vous raconter donc l'histoire de ma maternité qui ne s'est, que vous l'aurez bien compris, pas toujours très bien passée. Donc pour faire un petit rappel, je m'appelle New Mermaid Airs, enfin non, mon prénom c'est Aurélie, plus connue sous le nom de New Mermaid Airs. Je partage normalement avec vous tout ce qui est trait à l'alopécie et à la perte de cheveux. Je porte un volumateur. Pour en savoir plus, regardez mes anciennes vidéos, vous saurez ce que c'est qu'un volumateur et je parle un petit peu plus précisément de l'alopécie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience de la maternité suite à donc une vidéo, une publication Instagram. Donc, comment ça a commencé? J'ai deux garçons, donc Maxence 12 ans et Maëlik qui va avoir 8 ans demain à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc du coup je me dis c'est un signe, c'est peut-être le moment de dire qu'il faut en parler. Il faut en parler, c'est comme l'alopécie, plus on parlera de ce genre de choses, moins ce sera tabou. Donc il y a 12 ans, je mets au monde un petit Maxence, prématurément. La grossesse se passe relativement bien, mais voilà, il vient prématurément, avec les forceps. Pas de peau à peau, pas ce genre de choses, pourtant je suis une pro allaitement, j'ai fait la formation d'ailleurs de consultante en lactation, petite parenthèse dont je suis fière. Et les 3 premiers mois de maternité n'ont pas été de tout repos. J'ai eu un bébé qui a beaucoup pleuré, malgré mes appels au secours au niveau du pédiatre. Quand je dis appel au secours, c'est au niveau des rendez-vous, je dis non mais ça ne va pas, il pleure beaucoup, il régurgite beaucoup. Oui mais c'est normal, un bébé ça régurgite. Après 3 mois, à un moment donné, de pleurs incessants et de régurgitation, je n'en pouvais plus et finalement on m'a un peu pris au sérieux et on a introduit un traitement antiacide à mon bébé. Et dès l'instauration de ce traitement, dans les heures, dans les jours qui ont suivi, mon bébé s'est transformé. Il n'y a plus de pleurs, plus de régurgitation et on a pu vivre la maternité et la parentalité avec mon compagnon en toute quiétude. 4 ans plus tard, deuxième grossesse, un petit Maëlik donc qui va fêter ses 8 ans demain, le 29 décembre.
La grossesse se passe très bien, je suis un petit peu plus suivie puisque le premier bébé est arrivé prématurément. Et donc, fin de grossesse, je perds les os. Déjà, avant de perdre les os, je vais à mon dernier rendez-vous de la maternité, de la gynécologue, pardon, je vais y arriver. Et ma gynécologue me dit, dites madame, est-ce qu'on avait fait la pelvimétrie, parce qu'il faut savoir que je suis petite. Et donc en dessous d'1m55, on fait, comme ça vous savez, 1m50, on fait une radio du bassin pour savoir si le bébé sera en capacité de pouvoir passer votre bassin. Donc dardard, je vais faire cette pelvimétrie qu'on demande en urgence parce que je lui dis, ben non docteur, souvenez-vous, j'ai accouché prématurément pour le premier, donc on n'a pas eu le temps de la faire. Elle était programmée, mais elle n'a pas été faite. Premier coup de massue, je ne peux pas faire passer un bébé de plus d'1,8 kg. Pas étonnant que j'ai eu les forceps pour le premier, puisque le premier faisait 2,3 kg ou 2,4 kg, et qu'ici, le deuxième bébé fait 3,3 kg. Donc, en tant qu'infirmière, elle me dit, bon, ben, vous savez ce qui vous attend, oui, une césarienne. On prévoit la césarienne, sauf que la nuit même, je perds les os, et la césarienne est programmée le lendemain matin, 8 h. Deuxième coup de massue pour moi, puisque je m'étais juré de tout donner et de ne pas avoir les forceps pour pouvoir faire passer mon bébé de manière naturelle, enfin par les voies naturelles. Deuxième coup de massue pour moi, je pleure énormément. La césarienne, je comprends même pas comment on puisse demander ça de manière pour son confort personnel, puisque ça n'a rien de confortable. Moi, j'aurais tellement aimé vivre une deuxième fois les douleurs des contractions et de l'accouchement. Bref, passons. Donc pas de peau à peau et ainsi de suite. Nous rentrons à la maison et là c'est, je ne sais même pas comment qualifier ce qui nous est arrivé, mais on a un énorme coup de massue sur la tête, c'est-à-dire que le bébé pleure, 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 pleure. Je m'étais juré de ne pas me laisser avoir une deuxième fois, de ne pas vivre 3 mois d'enfer comme nous avions vécu avec le premier, mais c'était sans savoir que j'allais réellement vivre un enfer. Je suis désolée si je choque, mais c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. C'est parce que je veux aussi prévenir certaines mamans que la maternité ce n'est pas que de l'idyllisme, ce n'est pas que du bonheur, et ça existe. Et j'en suis la preuve vivante et croyez-moi, j'aimerais tellement vous partager l'inverse, mais j'ai envie de dire stop à ces partages de l'idyllisme, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. On en est les premières victimes, nous, les femmes atteintes d'alopécie. On vous partage, et pas que les femmes atteintes d'alopécie, hein, pour toutes les autres femmes, on vous partage la femme qui fait une taille 34 avec des beaux longs cheveux couleur cendrée, qui peut faire toutes les coiffures qu'elle a envie, avec des yeux magnifiquement bleus, sans 1 gramme de cellulite. Bref, je m'égare. Donc oui, j'aimerais vous partager l'inverse et peut-être que pendant cette vidéo, je vais vous choquer par certains termes, mais c'est avec le recul comment j'ai ressenti les choses, comment je les ressens encore maintenant, et j'aurais tellement aimé que ce soit le contraire, sachez-le. Donc nous rentrons de la maternité et le bébé pleure. Pleure énormément et je m'étais juré de ne pas vivre les 3 premiers mois comme je l'avais vécu avec mon premier. Donc je me dis, reflux, c'est assuré, je vais voir le pédiatre. Et encore, je me retrouve en consultation en urgence disant, moi j'ai l'expérience du premier, ça a été un reflux gastro-œsophagien, ça m'a fait vivre 3 mois d'enfer, donnez-lui du Gaviscon. Elle m'écoute, oui ça doit certainement être ça madame, vous avez raison, voici du Motidium et du Gaviscon. Sauf que malheureusement ça ne m'a pas sauvée. Alors oui, je entends les mamans qui crient ouais, elle veut donner des traitements à son bébé pour vivre de la tranquillité. Sachez que non, j'avais pas envie de vivre une tranquillité, j'avais envie de vivre une maternité normale, comme on la partage sur les réseaux sociaux ou comme votre amie, votre soeur, votre belle-sœur vous partage. Oh, il a fait ses nuits, oh, il a bu autant, oh, ceci, oh, cela. Moi, ce n'était même plus ma préoccupation principale. Ma préoccupation principale, c'était de survivre à cette situation. Et je pèse mes mots tellement c'est une période de ma vie qui m'a énormément marquée.
Donc le Gaviscon ne fonctionne pas, donc on peut en conclure que de toute façon mon bébé ne souffre pas de reflux gastro-œsophagien et les pleurs continuent. Les pleurs continuent et je vais de pédiatre en pédiatre où on me dit que mon bébé va très bien, chaque fois un examen supplémentaire. Voilà, je cherche à comprendre, je cherche à savoir. Je vais sur internet, j'essaye le cododo, enfin ça c'était déjà dans mes mœurs de toute façon, on pratique le cododo, j'allaite à la demande, je ne laisse pas pleurer mon bébé, j'essaye de le câliner comme je peux, j'essaye de comprendre son langage, j'essaye la lumière, sans lumière, un doudou, pas de doudou, mon odeur, pas d'odeur, enfin bref, celles qui sont mamans savent de quoi je parle. J'essaye le portage, j'essaye une multitude de porte-bébés différents et j'essaye jusqu'à un jour où je me dis ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de pleurer autant, ce bébé souffre, il doit avoir quelque chose. Et si je lui donnais des antidouleurs, ça c'est une déformation infirmière, je vais lui donner un antidouleur et je verrai bien sa réponse. S'il se calme, c'est qu'il a mal quelque part. S'il ne se calme pas, c'est que ce n'est pas ça. Je ne me souviens pas vraiment de la réponse, je pense pas que ça a été transcendant. Donc on a carrément exclu cette piste de toute façon. Et un jour, j'ai commencé à calculer les heures de pleurs. On en arrivait à 18 heures de pleurs. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur une journée de 24 heures, les nuits étaient extrêmement courtes. Je n'avais ni le temps de m'occuper de moi, ni le temps de m'occuper de mon premier garçon de 4 ans. Ça, c'était vraiment très difficile à vivre parce que c'est papa qui a pris le relais pour s'en occuper. Donc je m'occupais du plus petit et lui s'occupait du plus grand. Cela dit, papa a repris le travail. Moi, j'ai eu mon congé maternité, j'ai eu mon congé d'allaitement, j'ai été écartée pendant 1 an puisque je suis infirmière. Et ça a été extrêmement difficile parce que j'étais seule. J'étais seule dans le sens où je n'ai pas de famille, ma famille personnelle, ma famille à moi étant en France et la famille de mon compagnon étant principalement au Canada. Le peu de famille que nous avons en Belgique n'est pas juste sur Liège, donc nous n'avions aucun soutien. Donc au niveau garde, au niveau problème, au niveau on n'a pas pu souffler, prendre du temps un petit peu pour papa et pour moi. On a dû gérer cette situation à 100% nous. Et puis un jour, mon compagnon me dit, écoute, tu as besoin de souffler, va chez ta maman en France, ça va être les vacances, parce qu'à ce moment-là, mon grand allait à l'école, enfin il y va toujours. Va chez ta maman, ma soeur y était présente et c'est une puéricultrice, je suis aussi puéricultrice de formation à la base. Et donc ma soeur habitant toujours là, mon compagnon me dit, tu y seras soutenue, ta maman pourra s'occuper un peu du bébé, ta soeur aussi, en plus elle est qualifiée, vous serez à 3 à pouvoir vous en occuper, ça te fera grand bien. J'ai trouvé l'idée très très chouette et donc je m'y suis rendue. Sauf que même ma mère et ma soeur, ma mère ayant eu plusieurs enfants, ma soeur puéricultrice, personne n'a jamais su calmer cet enfant. La semaine passe, il a bien fallu que je rentre puisque les vacances scolaires se terminant. Nous sommes rentrés, ma maman s'est mise un petit peu à pleurer en me disant, je chargeais la voiture, le bébé pleurait toujours parce que de toute façon il ne faisait que ça. Et elle m'a dit, ce n'est pas possible, ce bébé a quelque chose, tu ne peux pas rester comme ça, va aux urgences. J'ai téléphoné à mon compagnon, je lui ai dit écoute, je pars, je suis là dans 2 heures, retrouve-moi aux urgences d'une grande clinique liégeoise. Alors sachez que ce que je vivais c'était compliqué parce que je faisais tout dans les pleurs. On mangeait en famille dans les pleurs, je me touchais dans les pleurs, j'essayais d'avoir une communication téléphonique avec un organisme ou quelque chose parce que j'évitais tout contact social. Si quelqu'un me téléphonait, il fallait bien que de temps en temps je gère les paperasses, les choses ou l'autre, ça pouvait être mon employeur ou quoi. Les communications se passaient dans les pleurs, donc j'étais obligée de quitter la pièce. Les courses, le peu de courses qu'on faisait se passait dans les pleurs, c'est-à-dire qu'on a déjà quitté à plusieurs reprises les magasins parce que les gens nous regardaient bizarrement et qu'on ne savait pas calmer le bébé. J'allais chercher mon pain dans les pleurs, si bien que j'allais chercher mon fils à l'école dans les pleurs. Les trajets, on avait environ une demi-heure de trajet pour l'emmener à l'école, se passaient dans les pleurs. C'était infernal à vivre, infernal, si bien qu'à un moment donné, je prends l'exemple du pain, quand j'allais chercher mon pain, je finissais par, quand c'était des petites courses comme ça qui prenaient que quelques minutes, je le laissais dans la voiture, ça ne servait à rien, tout le monde me regardait, c'était une situation stressante pour moi.
Et un jour, je me souviens qu'en revenant de la boulangerie, j'ai un monsieur qui était justement devant la voiture, mes fenêtres étaient tamisées justement, et il regardait à travers la voiture, il dit c'est à vous la voiture? Il me dit oui c'est à moi, il y a un bébé qui pleure à l'intérieur. Oui oui, c'était triste à dire mais oui oui je sais, c'est mon bébé qui pleure. Un jour je me suis retrouvée dans une fête d'école où ils exposaient tous les dessins des enfants parce qu'il était en primaire, en maternelle mon grand. Et j'étais avec le maxi cosy à essayer de calmer mon bébé et il hurlait, il hurlait, il hurlait. J'ai pas pu profiter de l'exposition et je suis sortie de l'école, je me suis réfugiée dans la voiture et je me suis mise à pleurer. En me disant que même ça, il ne me laissait pas la possibilité de profiter de l'exposition des dessins de mon grand garçon. C'était affreux à vivre, c'était vraiment affreux à vivre. Et donc, j'en reviens à mon histoire des urgences. Donc, je dis à mon compagnon, je suis là dans 2 heures, rejoins-moi aux urgences. On se retrouve aux urgences. En tant qu'infirmière, je sais comment ça se passe. À l'entrée, je me dis, il me faut quand même une raison valable autre que mon bébé pleure. J'invente une histoire de constipation, ce qui n'était pas faux à l'époque, complètement faux. Donc, on me donne un suppositoire, je lui mets le suppositoire, j'en profite pour un peu expliquer mon histoire, dire que ça va pas, que mon bébé pleure. Et puis une fois on me fait patienter, hein, vous savez comment ça va aux urgences, et puis il va à selle. Et là on me dit, voilà madame, vous pouvez rentrer chez vous. Je m'effondre là aux urgences et je dis à mon compagnon, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on me dise, je peux pas partir, me dire que de toute façon on n'a rien fait. Donc mon compagnon, voyant ma détresse, me l'a avoué plus tard, est allé trouver les infirmières. Il leur a dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais elle ne partira pas d'ici tant qu'on ne lui aura pas trouvé ce que le bébé a. Et inventez quelque chose, dites-lui quelque chose, mais il faut qu'elle ressorte avec une raison. Là, on commence un peu à nous prendre au sérieux et on appelle un pédiatre. Parce que vous êtes vu par des assistants, donc ça donne un petit peu plus de poids à mon histoire. Enfin, mon histoire, je me sens un peu plus écoutée, si vous voulez. Donc là, on s'enferme dans une pièce et le pédiatre m'écoute, ausculte mon bébé et part sur un diagnostic d'allergie au lait de vache. J'allaite, donc je ressors avec un régime et je ressors avec éventuellement un espoir. C'est un peu comme avec l'alopécie, hein. On vous donne un traitement et vous vous dites bon ben, peut-être que ça va marcher et vous y mettez tout votre cœur pour que cela fonctionne. Sauf que ben voilà, oui, il y a eu une nette amélioration mais on ne peut pas dire que ça ait réellement fonctionné. Les semaines passent, les mois passent, je continue d'être suivie. Hein. Cette pédiatre me demande de venir la revoir toutes les X semaines, tous les X semaines, mois. Mais rien n'y fait, on continue des examens. À un moment donné, on a parlé peut-être d'un rein un peu plus gros qu'un autre. Il s'avère qu'après la deuxième échographie rénale, tout est rentré dans l'ordre. Et on se résigne un petit peu à vivre cette situation, à dormir peu, à ne pas avoir d'activité sociale. Parce qu'on les fuyait, ces activités sociales, c'était pas possible, on ne savait pas calmer ce bébé qui dormait par 10 minutes, nuit et jour. Et un jour, on va aussi dans une fête de famille, des rares fois où on se sociabilise. Et la tante de mon compagnon a suivi des cours, elle a son petit cabinet de massage, elle me dit profite de la famille, moi je prends ton bébé, je vais aller essayer de le relaxer, de le masser, ainsi de suite. Elle remonte après 1 heure et elle me dit, épuisée psychologiquement, elle me dit j'ai jamais vu un bébé comme ça, pleurer autant. Et on décide de faire une séance de Reiki avec un de ses professeurs qui fait du Reiki. Mon compagnon vous dira que pour lui ça a été l'élément déclencheur, qu'il a vu une grosse différence. Je veux bien le croire et en même temps je n'y crois pas. On a continué de vivre un petit peu avec les pleurs, c'est vrai que ça a été un peu mieux et puis au fur et à mesure du temps, c'est passé, ça s'est calmé jusqu'à un jour où tu te dis tiens, oh, aujourd'hui il a moins pleuré et le lendemain, oh bah tiens, on a pu dormir 4 heures sur la nuit, oh cette nuit-ci on a dormi 8 heures. Et voilà un petit peu mon histoire. Il n'y a pas de conclusion à cette histoire parce qu'on n'a jamais su vraiment de quoi mon bébé souffrait. Tous les examens étant négatifs et toutes les solutions qu'on avait mises en place ayant été un échec. Toujours est-il, c'est que quand je regarde en arrière, j'ai vécu 5 mois et demi environ
à 6 mois hyper compliqués, difficiles, et j'aurais voulu les vivre autrement. Alors je suis bien d'accord qu'on a toutes des façons de gérer des situations telles que celle-là, difficiles. Peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été vécu autrement. En tout cas, moi, je l'ai très mal vécu. Et je me dis, quand je lis certains articles, certains témoignages sur des réseaux sociaux, dans des forums de discussion, à l'époque, s'il y avait encore des forums de discussion, je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Alors bien évidemment, ce n'est pas 90%, 90% pour les Français, des situations vécues au niveau de la maternité, et fort heureusement, parce que je pense notamment à cette connaissance avec qui nous nous sommes éloignés à cause de ça. J'en discutais dans mes stories, qui avait l'air de vivre une maternité tellement idyllique. On s'était rencontrés pendant nos grossesses, on avait un petit peu lié d'amitié, en plus nos enfants étaient prévus pour les mêmes dates environ, donc nous avons accouché quasi en même temps. Et elle partageait sur Facebook, et c'est tout à son honneur, c'est normal d'avoir envie de partager son bonheur, que son bébé avait fait ses nuits, que ceci, que cela, que c'était le bébé le plus calme du monde. Et c'était peut-être maladroit de ma part, mais j'ai voulu agir en toute honnêteté et lui dire que j'avais besoin de prendre du recul par rapport à ça, et que donc je la bloquais momentanément, parce que moi je vivais pas du tout une maternité idyllique, et que ça me rendait malheureuse de voir qu'elle vivait une maternité tellement heureuse, et c'est tout à son honneur. Oups, pardon. Mais moi, c'était pas le cas. J'avais envie de prendre énormément de recul par rapport à ça, et là, ça a été la débandade. Ça a créé malheureusement des disputes par réseau social interposé. J'ai peut-être été maladroite, je n'en sais rien, mais toujours est-il que du coup, on s'est perdu de vue. Et que maintenant, je vis une maternité, avec mes enfants, ça se passe beaucoup mieux, même si je pense que mon petit dernier reste un bébé, enfin pas un bébé, maintenant un enfant aux besoins intenses. Donc ça, c'est une piste qu'on a suivie pendant ma maternité, c'est de savoir si mon bébé n'était pas un bébé aux besoins intenses. Et quand je vois un petit peu le caractère de mon petit dernier, je me dis que en fait, je pense que vraiment c'était un bébé aux besoins intenses, et d'ailleurs là maintenant il reste un enfant à fort caractère, à avoir tout est trop avec lui. Il va tomber par terre, se faire mal, ça va être l'exagération. C'est pas très grave, mais en même temps on a l'impression que il faut aller aux urgences. Vous voyez ce que je dis, ce que j'essaie de vous faire comprendre. Il va se disputer avec son frère pour quelque chose, ça va être énorme aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un enfant qui a vraiment besoin d'énormément d'amour, et qu'on n'arrive malheureusement pas à combler, et l'air de rien, je pense que ça fait écho aussi à ce bébé que j'ai eu quand j'ai accouché. Donc comment vous expliquer, ça coïncide avec le caractère qu'il avait quand il était bébé. Donc voilà, je pense qu'il était en très bonne santé, mais qu'on n'a sûrement pas réussi à répondre à ses besoins, et à mon grand désespoir, parce que c'est pas faute d'avoir essayé, mais je voulais partager avec vous mon histoire, parce que ça arrive, ça existe, et c'est terriblement difficile à vivre, et je trouve qu'on n'est pas assez soutenu de ses proches, de ses connaissances, des pédiatres, du service des urgences. C'est tellement difficile à vivre que vous êtes catalogué de mère qui ne gère pas du tout, qui ne sait pas y faire, voilà, vous êtes une moins que rien pour la société, parce que vous n'entrez pas dans ce cadre de maternité et grossesse idyllique, tout ce bonheur qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, dans les articles du magazine Parents, Enfants, même si je sais qu'on commence quand même à parler de ce genre de trucs, mais il faut bien avouer que dans ce genre de magazine, on va plutôt vous partager la super grossesse de Beyoncé, la grossesse de Madame de tout le monde, ou la maternité d'une telle actrice qui se passe royalement bien. Et voilà, mais sachez que parfois, il peut arriver que ce ne soit pas si idyllique que ça.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait énormément du bien de me confier à vous. C'était quelque chose que j'avais enfoui très très loin parce que voilà, l'époque a changé, mes enfants sont plus grands, on en profite autrement, on a retrouvé une autonomie. C'est un traumatisme parce que je l'ai vécu comme tel que j'ai enfoui en moi et donc je ne parle plus parce que mes enfants sont plus grands maintenant. Donc je ne suis plus du tout dans la maternité, même si je reste une maman. Mais voilà, cet article aujourd'hui a réveillé quelque chose en moi que j'avais envie de partager avec vous. Et en dehors de ce que je partage d'abord avec vous, c'est-à-dire joie, bonne humeur, alopécie, volumateur. Donc je suis consciente que ce n'est pas du tout une vidéo qui intéressera tout le monde. Mais si tu es une jeune maman, que tu vis ce que j'ai vécu, sache que tu n'es pas toute seule. Et que si tu veux, tu peux m'envoyer des messages. Je te soutiendrai comme je peux. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une autre vidéo.